300 pages, a été édité en 2018 par les éditions C-Prodif à Ouagadougou. C'est bien ça? Oui, exactement, madame. Avant l'entretien proprement dit, M. Togoyini, nous allons feuilleter votre biographie. Aruna Togoyini, vous êtes né en 1955 à Bobo-Dioulasso. Vous avez fréquenté le lycée Zenda Kabore à Ouagadougou où vous obtenez le baccalauréat en 1975. Vous vous inscrivez d'abord à l'université de Ouagadougou puis à l'université d'Abidjan où vous obtenez un master en sciences physiques. Professeur de sciences physiques, vous êtes fondateur de plusieurs écoles privées dont le cours privé Marie Curie et l'école supérieure polytechnique Excel à Ouagadougou. Monsieur Togoyini, vous êtes également président d'honneur de l'association des fondateurs porte-parole du patronat burkinabé et des élus consulaires à la Chambre de commerce. Après votre baccalauréat série C, Monsieur Togoyini, vous le dites, mention assez bien et de plus ayant obtenu une bonne moyenne annuelle, vous étiez dans le lot des élèves destinés, malgré eux, à une carrière d'enseignant. Monsieur Togoyini, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'étiez pas obligé d'être enseignant? Ah, il faut que je remonte plus de 40 ans en arrière. C'est vrai qu'à l'époque, je voulais être ingénieur en électricité ou en météorologie. C'est ce que je voulais faire. Mais en 1975, il y avait un déficit important de professeurs, comme je l'ai dit, de professeurs de mathématiques et de sciences physiques. À notre époque, en 1975, dans tout le Burkina Faso, il n'y avait pas plus de 3 professeurs licenciés en mathématiques. Il fallait donc trouver une solution et le gouvernement a estimé qu'il fallait encourager ou obliger en tout cas les étudiants à aller dans cette filière. C'est ainsi donc que nous qui étions au lycée Zenda, j'étais là-bas en 1975, nous avons été orientés à l'Institut de maths physique qui venait de s'ouvrir et la condition pour qu'on ait la bourse, c'était d'y aller. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir été enseignant en mathématiques? Non, il ne faut rien regretter dans la vie. Moi, je ne regrette pas. Je ne sais pas ce que je serais devenu si j'étais devenu ingénieur en université ou en météorologie. Mais donc, je ne me plains pas. J'estime que j'ai eu un parcours qui me convient, un parcours convenable. Et donc, je ne regrette rien. Je pense que j'ai su saisir toutes les opportunités qui se posaient à moi au cours de ma vie. Je les ai saisies. Je pense que j'ai su les exploiter. Je ne regrette pas aujourd'hui la vie que je mène, la situation où je me trouve. Monsieur Togoyini, votre ouvrage Enquête de progrès social, combat d'un militant est votre tout premier ouvrage, je pense. Oui, absolument. D'accord. Votre réaction après ce qui vient d'être révélé modestement sur l'auteur que vous êtes? Non, je pense que c'est ce que vous avez dit, effectivement, c'est une partie, c'est un résumé de ma vie, avec un parcours quelquefois difficile, mais la vie c'est ça, les hommes sont obligés effectivement de relever plusieurs défis. Et donc au final, c'est ce qu'on va regarder, c'est votre capacité à relever et à réussir ces défis, donc à réaliser ce que vous voulez. Donc moi, personnellement, je pense que je ne regrette pas et je pense que c'est bien. Je prends ce qui s'est passé en bien et je me contente de ça. Je pense que et le combat continue pour la suite. Oui, le combat continue. Et puis, M. Togoyini, en fin d'émission, nous recevrons le journaliste écrivain Abdoulaye Sawako pour une chronique sur votre ouvrage. D'accord. Cela dit, M. Aruna Togoyini, votre combat se focalise autour d'un progrès social. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage. Pourquoi cette soif de recherche d'un mieux-être social? Moi, je pense que les êtres humains sont faits comme ça. C'est de rechercher à améliorer les conditions dans lesquelles d'abord ils se trouvent, eux et puis leur famille, les personnes qui se trouvent dans la société, le monde entier. Donc on a toujours eu envie de faire de sorte que les uns et les autres se trouvent à l'aise, se trouvent bien dans la société. Donc il y a, je pense, si vous regardez l'humanité, ça a toujours été un combat perpétuel des êtres humains pour un mieux-être.
Maintenant, c'est un mieux être partagé par l'ensemble de la société. Ça, c'est un combat qui se mène. Bien sûr, cette vision n'est peut-être pas partagée par l'ensemble des individus qui vivent dans la société, mais il y a toujours quelques personnes qui sont porteurs de cet idéal-là, de faire de telle sorte que la société avance de telle sorte que on puisse profiter des progrès que nous arrivons à engranger, de telle sorte que les uns et les autres se sentent plus à l'aise. Il y a toujours des gens qui sont porteurs de ça. Je pense que l'humanité a avancé grâce à cela. Monsieur Togoyini, vous avez entrepris une lutte syndicale depuis votre inscription à l'université de Ouagadougou en première année à l'Institut de maths et sciences physiques. Parlez-nous des acquis de cette lutte. Oui, moi je suis arrivé à l'université, comme je l'ai dit, en 1975. L'université venait d'être créée, enfin en tout cas c'était le résultat d'une transformation en centre d'enseignement supérieur de Ouagadougou. Donc je suis de la première promotion de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMP. Il faut dire qu'en 1975, il y a au moins 2 écoles qui ont été ouvertes, c'est-à-dire l'Institut de mathématiques et de sciences physiques et puis l'École supérieure des sciences économiques. Puis 1 an ou 2 ans après, on a eu l'École supérieure de Troyes. Donc ça faisait beaucoup d'écoles et d'instituts qui sont ouverts pratiquement en même temps. Donc c'était de gros défis à relever, des défis en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes, n'est-ce pas, d'organisation. Et donc, bon, face à tous ces défis, évidemment, les étudiants, leur préoccupation, c'est aussi de porter, de faire de telle sorte que les conditions soient les meilleures pour que nous puissions étudier et sortir afin d'apporter notre contribution au développement du pays. Alors qu'au niveau de l'université, il y avait des salles de classe, des salles de cours, des salles de TP, de restaurants universitaires. Donc il y avait beaucoup de préoccupations. Mais je crois que, je ne dis pas qu'il y avait la responsabilité, il y avait chacun à ce niveau. À mon avis aussi, les responsables du pays, les responsables de l'université faisaient ce qu'ils pouvaient faire pour que nous puissions être dans les conditions de travail. Mais ce n'était pas parfait. C'était pas parfait. Tout n'est pas parfait. Voilà, il fallait bien qu'on soit capable de poser nos préoccupations. C'est ce que nous avons fait. Dans tous ces domaines dont j'ai parlé, c'était divers. Donc on a eu à mener plusieurs luttes. Les luttes là ne se traduisaient pas tout le temps en termes de grève ou autre. C'était être capable d'aller poser une préoccupation, de proposer, de chercher des solutions avec les autorités. C'est-à-dire qu'en tant que structure organisée, les étudiants avaient le droit aussi d'aller s'entretenir et porter à la connaissance des autorités les difficultés qu'ils avaient. Et c'était un combat qui se faisait, c'était normal. Mais lorsque c'était nécessaire, on allait un peu plus loin. Donc on organisait une grève ou quelques grèves. Voilà ce qu'on a fait pendant tout ce temps. Maintenant, il y avait d'autres préoccupations qui sont greffées. On a eu des expulsions d'étudiants de l'université de France, enfin des universités françaises, des universités de Togo. Bon, nous, en tant qu'étudiants, ça nous a beaucoup choqués. Et donc, nous nous sommes levés pour exiger leur retour dans leur université d'origine. Donc, ça a été l'objet de brèves, de marches, et ainsi de suite, qui quelquefois n'étaient pas très bien compris par les autorités, donc faisaient l'objet peut-être de réprimandes, de répression, et ainsi de suite. Voilà. Donc, mon parcours à l'université a été émaillé de plusieurs combats de ce genre, pour que les étudiants soient encore dans de très bonnes conditions, n'est-ce pas, de vie, d'études, afin que les cadres que nous allons être puissent être bien formés et être au service de notre pays. D'accord. Monsieur Togoyini, la lutte syndicale ne se mène pas sans difficulté. La preuve, en 1980, vous avez été accusé d'avoir ventilé des tracts du Parti communiste révolutionnaire voltaïque au sujet de Dori, ce qui vous a conduit à séjourner à la prison de Ouagadougou. Oui, donnez-nous d'amples précisions. Comment? Donnez-nous d'amples précisions. D'accord. Oui, c'est effectivement, vous savez, moi, je l'ai décrit dans le livre.
À l'époque, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, vous savez qu'il a été créé en 1978, en octobre 1978, et donc c'est un parti qui, à l'époque, était porteur de gros projets d'espoir pour nous, pour notre peuple. Parce que c'est un parti qui, dans son programme, disait, fustigeait bien sûr les situations politiques dans lesquelles nous nous trouvons, parce que nous avions qualifié notre pays à l'époque de pays néocolonial, sous domination impérialiste et particulièrement français, aidé en cela parce que nous on a appelé les valets locaux, et toute cette situation de domination était des entraves à la limite au développement de notre pays. Alors donc, bon, je pense que ce parti-là se faisait fort de renverser en quelque sorte la situation et de mettre en place un système politique où nous aurons nous-mêmes à main les destinées de notre pays. Bon, je dis ce que nous disions à l'époque. Voilà, c'est l'analyse que nous faisions. Bon, donc, naturellement, quand on m'a proposé d'être dans le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, donc avec beaucoup de joie, d'honneur, j'ai dit ok, je vais y aller. Et donc, en tant que tel, en tant que militant de ce parti, je devais évidemment de continuer à propager. Après votre exclusion à l'université de Ouagadougou. Voilà. Donc, j'étais à Dori, et c'est comme ça que, bon, les tracts, vous voyez, comme vous savez, c'était à l'époque de très gros moyens d'expression. C'est par là qu'il fallait passer pour se faire entendre. Aujourd'hui, on a d'autres moyens, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde parle. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, finalement, il n'y avait que les tracts qui permettaient de toucher. Donc, moi, j'avais ces tracts de mon parti, et j'ai essayé donc de ventiler ça, et j'ai été arrêté. Ouais. Et vous avez séjourné à la prison. Oui, à la prison à Nokola. Vous connaissez là-bas? Ça n'a pas été facile, mais vous êtes sorti. Ah oui, j'ai fait quelques temps là-dedans. Bien, c'était pas facile. Ouais. Mais comme on le dit, hein, j'étais jeune, j'avais envie de continuer toujours la lutte. Combat, la lutte. Bon, donc, je n'étais pas particulièrement déprimé. D'accord. Okay. Il dit que quand vous tapez un peu sur la table, on ressent ça. C'est très... Monsieur Togoini, parlez-nous des idéaux du Parti communiste révolutionnaire voltaïque, de son arrivée sur la scène politique qui a provoqué, selon vous, une certaine ébullition dans le landerneau national politique. Oui. Alors, je l'ai dit au début, à cette époque, on avait bien fait une analyse, c'est-à-dire de la situation politique, sociale, économique de notre pays. Et donc on était arrivé à la conclusion que notre pays était sous domination néocoloniale. Et particulièrement néocoloniale, bien sûr sous la furule impérialiste, n'est-ce pas, particulièrement français, aidé par cela, par les valets locaux qui sont les bourgeois, la bourgeoisie complètement. Donc il fallait bien que cette analyse, que vous savez aussi que un parti communiste dont si vous voulez, les idéaux constituent l'un des idéaux constitués à renverser l'ordre établi, l'ordre bourgeois comme on le dit établi, et à mettre un ordre nouveau, n'est-ce pas, dominé, dont les leaders étaient de la classe ouvrière et autres. Donc c'est ça le Parti communiste, avec l'ordre nouveau qui va se créer, va donner dans les idéaux de ce parti beaucoup plus de liberté, plus de démocratie, et donc va construire, n'est-ce pas, une société, va mener des actions au profit essentiellement, n'est-ce pas, des populations, au lieu que ce soit tout ce que nous créons soit plutôt récupéré par les impérialistes, les réactionnaires, ainsi de suite. Donc il fallait renverser. Le Parti communiste, comme vous le savez, d'après leur idéologie, est un parti qui est organisé et dominé par la classe ouvrière. C'est le parti de la classe ouvrière. Parce que le Parti communiste dit que
la classe qui est porteuse d'espoir, la classe qui était l'avenir, c'était la classe ouvrière. Donc, et le parti de la classe ouvrière, là, c'est le Parti communiste. Et c'est comme ça que ce parti a un devoir historique de faire muter la situation, la société, donc de telle sorte que les bourgeois qui sont en place puissent être renversés et remplacés par une nouvelle classe dominante ayant à sa tête de la classe ouvrière. Et aujourd'hui, comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous êtes prêt à... Non, moi j'ai changé de vision. Hein. Ouais. Je suis plus membre du Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Depuis fort longtemps, on s'est séparés. Mais non, je ne vois plus ça comme ça. Parce que vous savez, lorsque vous regardez un peu ce qui s'est passé dans tous les pays du monde où il y a eu ces révolutions, où les partis communistes ont pris le pouvoir, on se rend compte que aujourd'hui, à travers le monde, la situation n'a pas été ce qu'on espérait. Quand on prenait l'Union soviétique, vous voyez, où on a mis en place un régime communiste. Aujourd'hui, 70 ans après, ça s'est transformé et on a un régime autre qui s'est mis en place. Comme pour les pays comme la Chine, ce n'est plus un régime communiste qui s'est passé. Donc, nous, à l'époque, on admirait un pays comme l'Allemagne, qu'on qualifiait donc de passion inexpugnable de l'anti-impérialisme. Aujourd'hui, tous ces pays-là ne sont plus des pays communistes. Donc, on peut raisonnablement se poser la question, à savoir, est-ce que, effectivement, les idéaux qui sont défendus par ces partis communistes-là, est-ce qu'on est capable vraiment d'y arriver et de les mettre en place à la lumière des choses? Et ce qu'il faut dire aussi que parce que le Parti communiste, dans sa vision des choses, prend le pouvoir de manière relativement forte, même avec beaucoup de violence. Et dans tous les autres pays, là, ça s'est traduit par des milliers de morts. Et des gens qui ont été enfermés dans des goulags et autres pour pouvoir changer leur mentalité. Bon, donc moi, je ne crois plus que ce soit une voie nécessaire et je ne crois plus à ça. Voilà. Vous avez été un militant actif du parti UDS dirigé à l'époque par Alain Yoda. Le parti a explosé et un climat malsain s'installe en son sein. Vous avez alors démissionné. Parlez-nous de cela. Oui. Votre expérience en politique. Dans la politique, c'est-à-dire, à partir du moment où j'avais changé de vision de moi, où je ne croyais plus au communisme, à la prise du pouvoir par le Parti communiste, à l'installation d'un régime communiste. Moi, j'ai eu une mutation qui consiste à me dire, bien, nous, jeunes intellectuels, nous devons aussi continuer à participer, disons, au combat d'idées. Et donc, j'ai cherché à militer dans un autre parti, un parti qui n'est plus un parti communiste. Donc, j'ai choisi, dans toute l'analyse que j'ai faite, je me suis dit, mon combat doit rester toujours l'équité. À chercher une société beaucoup plus équitable, de faire de sorte que s'il y a une croissance dans le pays, que cette croissance puisse être partagée pour l'ensemble des populations. Donc, de toutes les analyses que j'ai pu faire avec certains camarades, je suis arrivé à la conclusion que le parti qui peut régler ça de manière assez forte, c'est un parti social-démocrate. Donc, avec des camarades, nous nous sommes retrouvés, nous avons créé un parti d'obédience social-démocrate qu'on avait appelé UDS. Donc, bien sûr, on était, vous savez, à l'époque, dans les années 90, 91, on était en train de basculer, de quitter, on venait de quitter le Front populaire. On était à la fin, n'est-ce pas, du Front populaire. Vous savez, le Front populaire avait succédé à la révolution de Thomas Sankara. Donc, on était en train de basculer, de quitter. Bien sûr, peut-être compte tenu des évolutions du monde aussi, hein, vous savez qu'il y a eu la boule qui exigeait de tous les pays de mettre en place une démocratie, et ainsi de suite. Alors, donc, et dans notre pays aussi, c'était ça. Donc il y avait beaucoup d'ébullition, il y avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de partis qui se sont créés, qui se sont reconstitués, ainsi de suite. Et en tout cas, beaucoup d'intellectuels burkinabés aussi avaient envie de participer à toutes ces mutations-là, à tous ces combats idéologiques, politiques, afin de dégager, disons, des orientations, des regroupements qui permettent de contribuer à créer une nouvelle société. Et donc, l'une des sociétés, une société domine l'idéal social-démocratique.
Bon, bien sûr, c'était peut-être pas connu par tout le monde. Bien sûr, dans un parti, les gens viennent de divers horizons. Donc, finalement, on s'est rendu compte qu'en réalité, on ne partageait pas tous le même idéal. Et donc, ça s'est traduit par des frictions fortes, des contradictions fortes, n'est-ce pas, des bagarres, quelquefois, peut-être même quelquefois violents. Et moi, j'ai estimé que là, c'est pas intéressant. Disons, toutes ces luttes-là, toutes ces bagarres, toutes ces contradictions n'étaient pas forcément dans le bon sens, à mon avis. C'est-à-dire ce que moi je recherchais, un parti vraiment axé sur son idéal de social-démocratie. J'ai pu constater que cette vision n'était pas bien partagée, peut-être par tout le monde, peut-être que je n'ai pas bien compris, donc j'ai préféré partir. Ouais. Parlons à présent de la révolution de Sankara. Vous étiez en Côte d'Ivoire durant tout ce temps. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution? Vous notiez qu'elle a été une révolution malgré tout. Oui, vous savez, le débat est là, c'est de savoir est-ce que la révolution de Sankara était une révolution. Moi, je dis, vous savez, il y a plusieurs révolutions. C'est une chose que vous faites l'analyse de l'évolution du monde. Bien, à chaque fois que la société change des structures, vraiment des structures, là, c'est une révolution. Voilà. Donc, les communistes et autres estiment qu'il faut arriver à une révolution qui consiste bien sûr, à modifier de telle sorte que la structure ancienne dominée par les partis bourgeois soit remplacée par, n'est-ce pas, des partis communistes, des partis de la classe ouvrière. Donc ça aussi c'est une révolution. Mais moi je dis, la révolution que Sankara a menée n'est certainement pas une révolution au sens marxiste-léniniste du terme. Une révolution au sens marxiste, c'est une révolution où l'ordre ancien est totalement renversé. Eh bien, on allait mettre en place une nouvelle classe dirigeante. Bien sûr, la révolution de Sankara, moi je dis c'est une révolution. Elle a eu des insuffisances. Comme je l'ai dit, elle n'a pas produit une monnaie nationale. Elle est restée toujours dans l'ancienne monnaie. Mais il n'y a pas que ça, M. Touré. Elle a aussi ses côtés positifs. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que ça reste toujours c'est quand même une révolution. Mais elle a quand même des insuffisances, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ce que je dis. Elle a pu, évidemment, amener un changement de mentalité. Elle a essayé de distribuer une partie des terres, n'est-ce pas? Vous savez, les grands lotissements qui se sont faits dans nos différentes villes. C'était une sorte de redistribution, en fait, des terres. Et ensuite, le partage des richesses du Burkina il a essayé de réaliser ça de telle sorte que ça ne soit plus une petite minorité qui s'accroît. Lui-même, il a accepté réduire son train de vie de telle sorte que ça puisse être redistribué encore aux populations. Il a ainsi posé plein d'actes, n'est-ce pas, qui étaient des changements très importants vis-à-vis des pratiques anciennes. C'est pourquoi je dis que c'est une révolution, mais ce n'est pas une révolution massive. Je dis que c'est une révolution, mais c'est une révolution qui n'est pas arrivée jusqu'au bout. D'accord. À propos de l'enseignement privé, vous êtes fondateur d'établissements privés, en l'occurrence le cours privé Marie Curie. Vous dites avoir essayé avec d'autres responsables d'établissements privés d'organiser l'enseignement privé en syndicat pour régler les problèmes que connaissent les établissements d'enseignement privé. Parlez-nous de cela. Oui. Donc, je dis, vous savez, l'enseignement privé au Burkina Faso est très important. Quand vous regardez, pratiquement 30% des élèves à l'époque inscrits dans l'enseignement secondaire étaient inscrits dans un établissement d'enseignement privé. Donc, c'est quand même un apport très important que l'enseignement privé apporte, n'est-ce pas, à l'éducation, à la formation des cadres de notre pays. Et il faut bien organiser cet enseignement de telle sorte qu'à côté du gouvernement, il continue à être très fiable et qu'il puisse jouer ce rôle-là, n'est-ce pas, de soutien très fort, n'est-ce pas, à la mission du gouvernement, parce que c'est une mission régalienne de l'État. L'enseignement fait partie des missions régaliennes. Mais quand on regarde, on se rend bien compte qu'effectivement, compte tenu des difficultés financières, des moyens réduits de l'État, et bien sûr, l'État n'arrive pas
a joué ce rôle-là à 100%. Sinon, normalement, eh bien, on ne devrait pas aller dans une école privée parce qu'on est obligé d'y aller. On doit aller dans une école privée parce qu'on a envie d'aller dans une école privée. Parce qu'on a les moyens. On a les moyens, on a envie d'aller dans une école privée. Au Burkina, on va dans une école privée parce que dans votre localité, dans votre zone, il n'y a pas d'école publique. Ouais. Ça, c'est la réalité. Mais l'État, du fait, disons, de cette insuffisance, qui n'arrive pas à mettre en place partout des écoles pour les enfants du Burkina Faso, et que des personnes décident de créer des écoles, mais l'État doit être aussi à côté de ses fondateurs et veiller à ce que ces enfants-là reçoivent une éducation tout à fait convenable. Ça, c'est le rôle de l'État, c'est la mission de l'État. Donc nous, en tant que structure organisée, bien, nous sommes organisés pour être des porte-parole de l'ensemble de toutes ces écoles privées, afin que les points sur lesquels le gouvernement peut-être n'a pas fait très attention, nous puissions attirer l'attention du gouvernement et qu'ensemble, on puisse trouver des solutions, toujours au profit des enfants du Burkina Faso. C'est ça. Donc, il y a un lien qui doit être très fort entre les écoles privées et l'école publique. Parce qu'effectivement, l'école privée joue, disons, aide l'État dans cette mission-là. Tout n'est pas parfait. Nous savons qu'il y a, dans nos écoles privées, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Bon, on a quand même des détracteurs qui estiment que les fondateurs font trop de profit, ou ceci, cela. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'école privée n'avait pas été là, beaucoup de taux de scolarisation aurait été très faible. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'établissements publics. Qui étaient là. Donc, on doit reconnaître ça à l'école privée. Et le gouvernement, bien sûr, est conscient de cela. C'est pourquoi, à un moment donné, le gouvernement a décidé d'octroyer une subvention au fonctionnement des établissements d'enseignement privé. Et cette fonction est toujours là, même si on estime que cette subvention est insuffisante.